Merci à vous toutes et tous de vous être connectés à cette heure du midi, qui n'est pas une heure habituelle, et donc vraiment je vous en remercie. Alors, comment ça va se dérouler? C'est pendant 3 quarts d'heure, je vais vous présenter les soft skills agiles, hein, et on aura un quart d'heure d'échange entre nous. Donc encore une fois, un grand merci d'être là. Alors, le pourquoi de ce webinaire et de cette présentation, eh bien tout simplement parce que dans les soft skills agiles, on va voir que il y a des compétences et des compétences relationnelles et des capacités de communication sur lesquelles qui sont essentielles pour lorsqu'on est Scrum Master ou développeur ou Product Owner même. Je vais me présenter quand même. Donc, je m'appelle donc Pierre Fasquelle. Je suis coach agile depuis quelques années. Et en fait, cette idée de vous présenter et présenter ce webinaire, eh bien tout simplement, c'est parce que je me suis rendu compte que eh bien comment je vais dire ça, je me suis rendu compte que il n'y avait pas grand-chose sur justement les capacités, les compétences relationnelles et les capacités de communication en termes de formation, en termes de documentation sur le sujet. D'où cette présentation. Alors, pourquoi développer ces soft skills dans un environnement agile? Bien, tout simplement parce que on a souvent coutume de dire que l'agilité, c'est 30% de technique et 70% de posture. Et à ce jour, en fait, il existe une multitude de formations techniques, même de certifications. J'ai parlé du PSM1, les SAFe, toutes les certifications qu'il y a autour de l'agilité. Et par contre, pour les compétences relationnelles, il n'y a pas grand-chose, à part les formations comportementales généralistes que vous avez pu déjà avoir, ou aussi le management 3.0 qui traite de ce sujet. Mais quand on y regarde plus près, en fait, sur ce mindset agile, si je reprends, ne serait-ce que les individus de l'interaction, on voit tout de suite que, nous sommes complètement toujours dans la communication, la collaboration avec les clients, la réponse au changement, l'autonomie aussi, la transparence et l'auto-organisation. Tous ces mots-là qui sont dans le manifeste agile, appellent forcément à de la collaboration et aussi à des échanges permanents entre les membres d'une équipe et même au-delà. Je parle des parties prenantes. En fait, ce que je vais vous présenter est issu de mes 5 années de coach agile où j'ai, à chaque fois que j'ai présenté une méthode ou des techniques, j'ai noté l'ensemble de ces méthodes et de ces techniques qui fonctionnent. Et donc, vous pouvez, à la fin de ce webinaire, reprendre les éléments que je vais vous présenter pour les adapter à votre contexte. Il y a 6 grandes parties. La première partie, c'est l'organisation. Deuxième partie, on est dans le comportement. Troisième partie, on va être dans la communication. Quatrième partie, dans l'intelligence collective. Cinquième partie, dans la motivation. Et on finira par la dette émotionnelle. Donc, sur les 35 techniques, bien sûr, je ne vais pas vous présenter l'ensemble. Là, on n'aura pas assez de temps. Mais j'ai pris quelques morceaux choisis pour alimenter mon discours et mon webinaire. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de commencer par quelque chose qui est pour moi fondamental. C'est l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Pygmalion. N'hésitez pas, vous avez des questions sur le chat. Vous pouvez noter et puis je reprendrai au fur et à mesure. Mais en fait, pour moi, c'est essentiel. Alors, l'effet Pygmalion, fait référence à une pièce de Georges Bernard Shaw qui met en scène une petite marchande de fleurs qui s'appelle Eliza Doolittle. Et cette Eliza dit en fait que la seule différence qui existe entre elle et une dame comme il faut, c'est le regard que l'on porte sur elle. Et ce regard va changer sa vie puisqu'elle quitte sa vie de misère pour côtoyer et évoluer dans le beau monde.
La théorie d'effet Pygmalion, en fait, a été développée par Robert Rosenthal, un psychologue, et qui prétend que les attentes que nous avons envers les autres peuvent influencer leur comportement et leur performance. Ce qui veut dire que si vous considérez votre équipe comme organisée, autonome et apte à délivrer de la valeur, alors en fait, votre communication, votre posture va amener l'équipe vers ce but. Si vous croyez qu'une personne ou qu'une équipe est capable de donner le meilleur d'elle-même, alors vous aurez tendance à lui donner toutes les opportunités et l'accompagnement nécessaire pour qu'elle y parvienne. Et en retour, la personne ou l'équipe mettra tous les moyens pour être au maximum de ses performances. Bien sûr, à l'inverse, si vous critiquez tout le temps le travail effectué, si vous mettez l'accent sur les petites erreurs ou le retard de travail éventuel, comme on peut voir d'ailleurs dans le micromanagement, dans quelque chose qui existait, qui malheureusement existe encore parfois dans l'entreprise, mais il faut absolument chasser de l'esprit, eh bien, vous augmentez la pression de l'équipe qui aura tendance à se démotiver. Est-ce que c'est le but? Donc, quel que soit votre rôle agile, eh bien, dites aux membres de l'équipe toute l'importance de leur travail, croyez en leur capacité de réunir les conditions et de mener à bien leurs tâches. Communiquez sur la vision, répétez souvent cette vision. On va revenir là-dessus après, mais intéressez-vous aussi à ce que chacun fait, à ce qu'il est, en respectant les différences de moyens et leur capacité à faire. Moi, pour ma part, en tout cas, en coaching agile, je vois toujours les équipes et les membres comme des personnes compétentes et de bonne volonté. Et je peux vous dire, aujourd'hui, les retours n'ont jamais démenti cette théorie de l'effet Pygmalion. Donc, en fait, on rentre dans un cercle vertueux. L'effet Pygmalion, eh bien, c'est nos actions envers les autres impactent les croyances des autres, qui causent, bien sûr, les actions des autres et qui vont renforcer nos croyances sur nous-mêmes et ces croyances sur nous-mêmes vont influencer nos actions vers les autres et ainsi de suite. Le but dans l'effet Pygmalion, c'est de devenir résonnant. Et en faisant comme ça, en voyant les autres comme votre équipe comme des personnes qui sont capables de faire, eh bien, votre posture va aller dans ce sens. Ça, c'était mon introduction. Maintenant, si on passe dans la première partie, je vous ai dit, il y avait 6 parties, au niveau de l'organisation. Et au niveau de l'organisation, eh bien, moi, il y a des choses que je vois souvent. Ça part souvent d'une bonne intention, mais ça ne perdure pas. Et malheureusement, et j'appelle ça donc l'intégration ou le onboarding. Comme disait Coco Chanel, vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de faire une bonne impression. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est important le onboarding. Mais il y a beaucoup qui pensent, qui mettent le focus sur cette procédure pendant un temps, mais peu le pérennisent. Alors pourquoi? Pourquoi le onboarding est important? Parce que parce que lorsque vous accueillez quelqu'un, il vient d'une autre culture, avec des expériences différentes, et vous l'amenez dans une entreprise qui a une culture, qui a des valeurs, qui a des façons de travailler, et que s'il n'y a pas cet onboarding, s'il n'y a pas ce temps d'adaptation, cet accompagnement, et je reviens sur mon effet Pygmalion, aussi le fait de prendre en charge la personne, qu'elle se sente entourée, qu'elle se sente aidée, qu'elle se sente accueillie, eh bien, malheureusement, ce que vous pouvez avoir, c'est si cette étape elle est bâclée, eh bien, vous allez avoir de la démotivation, de l'incompréhension, mais de part et d'autre. Moi, j'ai déjà vu des personnes, il n'y avait pas d'onboarding, elles arrivaient, des personnes compétentes, et malheureusement, au bout de quelques jours ou quelques semaines, eh bien, la personne partait, ou l'équipe s'en séparait, peut-être en pensant que les qualités n'étaient pas là, mais moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est vraiment le côté onboarding. Alors, il existe des techniques, il faut des techniques d'onboarding. Il faut par exemple, eh bien, je vous donne une astuce, c'est prendre une demi-journée quand la personne arrive, une demi-journée par personne de l'équipe. C'est aussi lui préparer un cahier de bienvenue. C'est bien sûr, pourquoi pas l'inviter un after work, mais c'est vraiment l'accompagner et la chouchouter.
si on veut que ça fonctionne. Ça, c'est pour moi un prérequis. Deuxièmement, si on a, alors je prends un autre aspect, eh bien c'est au niveau du temps. Alors là, je vais vous poser une question, je vous demande dans le chat, eh bien pour remplir un camion d'une cargaison de pommes de terre, quelle est à votre avis la meilleure solution? Est-ce que c'est, et vous n'avez que vos mains, hein, est-ce que c'est d'un côté l'image 1 ou est-ce que de l'autre côté, donc des pommes de terre en vrac, ou de l'autre côté, eh bien est-ce que c'est des pommes de terre qui sont dans des boîtes pour remplir un camion, hein. Donc, je vous laisse quelques secondes. Je mets donc je mets mon chat. N'hésitez pas. 1 ou 2, à votre avis? Oui. Je vois. Effectivement, bon là, il y a 100%. Alors, effectivement, donc c'est la 2 et alors pourquoi? Merci, hein. Eh bien, tout simplement, là, je viens sur l'organisation, sur le côté, effectivement, la réponse, c'est le time boxing. Le time boxing, si vous mettez votre temps en déboîte, vous serez hyper efficace. Donc, le fait de mettre du time boxing, même dans les cérémonies, hein, dans l'accueil, vous avez 5 minutes d'accueil, après vous prenez un sujet pour un quart d'heure, un autre sujet pour un autre quart d'heure, eh bien ça vous permet en même temps de garder le contrôle complet de votre cérémonie. Mais et alors, pour le boulot, hein, tout le monde connaît maintenant, ou peut-être que vous ne connaissez pas, mais ce qu'on appelle la technique du Pomodoro, hein, c'est-à-dire qu'on va se concentrer pendant 25 minutes, et on prend 5 minutes de pause, mais ce côté time boxing, là aussi, hein, ça part souvent d'une bonne intention, mais ça perdure pas dans le temps. Et par contre, c'est hyper efficace. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette image. Troisièmement, si on parle toujours de l'organisation, eh bien, on a la rétrospective et l'amélioration continue. Alors, pourquoi j'ai mis cette technique-là dans l'organisation et pourquoi je fais un focus justement sur la rétrospective? Parce que ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de rétrospectives où on passe beaucoup de temps à mettre des tickets, à révéler des éléments qui fonctionnent, des axes d'amélioration, mais à la fin de la rétrospective, on passe trop peu de temps à mettre en place des actions. Et pourtant, le but de la rétrospective, c'est bien de mettre des actions. C'est bien de mettre même sous Jira, ou en tout cas dans un Trello ou dans un planning, des 2 ou 3 actions essentielles à mettre en place pour le futur sprint. Et futur sprint et autres même d'ailleurs, hein. Et donc, je mets vraiment l'accent là-dessus, sur l'acronyme SMART. Peut-être que vous connaissez cet acronyme, mais je vais vous le représenter. Eh bien, l'acronyme SMART permet de décrire clairement des objectifs avec des résultats concrets et mesurables. SMART, un acronyme, donc le S spécifique, M mesurable, A atteignable, R réaliste et T temporel. C'est-à-dire que si on arrive à une intention d'action qui serait « tiens, il faudrait faire plus de quelque chose », ça veut strictement rien dire. Parce que c'est pas mesurable. Donc, on va mettre ça dans le temps. On va dire, voilà, on se donne 3 semaines pour réaliser ça. Le qui va mettre en place cette action, comment on va la mettre en place, comment on va mesurer son efficacité, et de là, on aura une mesure. Et à la fin, on va pouvoir se dire, OK, c'est super, ben, on est arrivé effectivement à notre objectif. C'est important parce que j'ai constaté aussi que malheureusement, il y a des équipes qui sont démotivées, qui disent, ouais, les rétrospectives, moi, j'y vais plus parce que ça sert à rien. On dit des tas de choses, mais en fait, il se passe jamais rien. Donc, il y a bien dans cette rétrospective 3 temps, hein, un temps d'accueil, deuxièmement de travail où on va sortir l'ensemble des idées que chacun peut avoir, et
il y a un tiers du temps que l'on va conserver sur sur ce plan d'action à mettre en place. Moi, je regarde le chat aussi en même temps. Et effectivement, merci Johan, c'est important de sortir avec un plan d'action responsabilisé. J'aime bien ce terme responsabilisé. Alors, combien de temps de rétrospective Eh bien, la rétrospective, elle dépend de la durée du sprint. Si on est sur 3 semaines, la rétrospective sera de 1h30. Si elle est de 15 jours, la rétrospective sera de 1 heure. Et si le sprint est de 15 jours, on sera sur une période de 1 heure. Et si on est sur un sprint de 4 semaines, on sera sur 2 heures de rétrospective. Donc 4, on divise le temps par 2 en fait. Je vois que quelqu'un est en train de taper. Mais je t'en prie, Ando. Si on continue, on va passer maintenant sur le volet du comportement. Et là, on va rentrer vraiment dans le comportement humain, notamment sur comprendre et savoir agir face à un comportement. Si je mets par exemple, effectivement, ce mot comportement, à votre avis, et là, si vous pouvez mettre dans ce que vous pensez dans le chat, à votre avis, qu'est-ce qui va influencer, qu'est-ce qui nous influence tous les êtres humains au travail, mais aussi en dehors du travail, qu'est-ce qui vient influencer directement notre comportement? Je vous laisse quelques instants. Oui, je vois les relations humaines, notre environnement système, l'humeur aussi, effectivement. Marie, l'humeur, on va le traiter après dans un autre aspect, effectivement la confiance. La sécurité psychologique. La pression exercée par l'hierarchie. Ok, ça fait aussi partie de ça. Bon, tous ces aspects-là, on va revenir. Là, en fait, je vais vous montrer ce qui en fait va influence sur notre comportement, mais qui rejoint ce que vous venez d'indiquer, c'est notre environnement. En fait, notre comportement est influencé par notre environnement. Je suis là devant vous, j'ai un certain comportement par rapport à un environnement. Quand vous êtes au travail, vous n'avez pas le même comportement que lorsque vous êtes chez vous, dans votre famille. Je prends souvent cet exemple-là. Alors, quand vous rentrez chez vous le soir, imaginez une personne qui rentre le soir un peu tard, il fait noir et qui doit aller tout droit dans une ville. Et à un moment donné, un carrefour, eh bien, elle entend qu'il y a du bruit et c'est du bruit qui est menaçant, une bagarre qui a lieu dans la rue où elle doit aller. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer son comportement. Elle va faire un détour pour rentrer chez elle. Si je reviens maintenant au niveau du travail, eh bien, les comportements sont influencés par notre environnement. Dans une équipe, par exemple, lorsqu'il y a 2 personnes dans une cérémonie ou même dans les bureaux, lorsqu'il y a 2 personnes qui commencent à se chamailler entre elles, eh bien, il suffit simplement de leur dire venez, on va s'expliquer dans une salle
où on va, et comme ça on pourra parler, eh bien automatiquement le fait de changer l'environnement va changer le comportement. Si par exemple, vous-même, hein, si vous devez travailler sur un sujet qui est prenant, vous devez vous concentrer dans un open space, eh bien si vous changez votre environnement, si vous allez dans une bulle, forcément, vous changerez votre comportement. Le deuxième aspect qui change aussi ce comportement, eh bien, c'est ce qu'on appelle les capacités. En fait, les capacités vont influencer son comportement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, ce que je vais vous dire, mais par exemple, dans une séance, on a une séance d'idéation où on recherche des solutions et quelqu'un va mettre une solution et en face, une personne va dire non, moi ça, j'y crois pas. Ça marche pas, ça ne marche pas. Pourquoi cette personne vient dire ça ne marche pas? Eh bien, soit parce que en creusant, il y a une expérience passée qui fait que et qui ressemble à peu près à l'idée qui vient d'être trouvée, et donc ça ne fonctionne pas, soit parce qu'elle n'est pas en capacité de comprendre. Et donc elle va dire ça marche pas instinctivement. Eh bien donc, ce qui va changer notre comportement, eh bien c'est cette capacité, c'est-à-dire cette faculté à expliquer les choses. Et vous, si vous avez un de vos collègues qui est dans cette situation, c'est important de comprendre que est-ce qu'elle est en capacité de comprendre. Et donc, si elle est en capacité de comprendre, je vais creuser, je vais lui poser des questions. Qu'est-ce qui te vient à dire ça? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Est-ce que tu peux me donner des exemples? On va creuser les pourquoi pour arriver à un moment donné à lui apporter des réponses. Et ces réponses, eh bien, vont automatiquement revenir sur la notion de comportement. Lorsque vous-même, et ça c'est humain aussi, hein, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, eh bien on va être énervé tout simplement parce qu'on ne comprend pas quelque chose. Mais on n'a pas forcément la conscience à ce moment-là. Et si quelqu'un en face vient nous donner la solution, eh bien forcément, on sera en capacité de comprendre et donc on changera notre comportement. Dans cette échelle des niveaux logiques que je viens de dire, on est arrivé à 3 paliers. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites flèches, c'est-à-dire qu'on ne répond pas à un comportement par un comportement. Si quelqu'un vient à s'énerver sur quelque chose, si vous lui dites, eh bien, non, mais s'il te plaît, tu arrêtes s'il te plaît, arrête de te mettre en colère, ça va rien changer, puisque au contraire, ça peut venir même sur renforcer complètement son comportement. Donc, on change d'environnement ou on va au niveau des capacités. Si on va un peu plus loin, sur cette échelle nivologique, moi, je mets maintenant un plafond de verre. Un plafond de verre, vous allez comprendre pourquoi, parce que on a au-dessus de ce plafond de verre, et ce qui va influencer le comportement, c'est ce qu'on appelle les croyances et les valeurs. Ces croyances et les valeurs, je vais prendre un exemple tout simple. Hein. C'est est-ce que vous avez déjà essayé de convaincre quelqu'un qui est persuadé que la Terre elle est plate? Vous aurez beau lui apporter tous les éléments, augmenter ses capacités, même lui changer d'environnement, lui montrer que, eh bien non, la Terre est ronde. Et lui, il est tellement dans la certitude de ses croyances et de ses croyances qu'il va rester campé. Et au contraire, vous allez même venir en confrontation avec lui, puisqu'il va vous sortir son smartphone avec des groupes Facebook qui indiquent que la Terre elle est plate. Donc lorsqu'on est face à quelqu'un qui est dans un comportement et on comprend que là on est dans les croyances et les valeurs, je vais aussi citer un autre exemple qui est classique, l'agilité ça marche pas. L'agilité ça ne marche pas. Vous aurez beau lui expliquer que ça fonctionne, quoi que ce soit, s'il est dans la certitude de ses croyances et de ses valeurs, eh bien, vous ne pourrez strictement rien faire. Au-delà de ces croyances et ces valeurs, on a l'identité et le sens. C'est dans le sens de ce que l'on fait. Je reviens sur le côté onboarding qu'on a vu tout à l'heure.
Si la personne, quand elle arrive, eh bien, on lui apporte du sens dans son travail, dans ce qu'il fait, on lui apporte les croyances et les valeurs de l'entreprise, mais forcément, son comportement va s'adapter. Et puis, au-delà, effectivement, il y a l'appartenance. Quand on regarde cette échelle logique, on peut aussi s'apercevoir qu'on peut aussi faire en descendant. Si par exemple, si vous travaillez dans le milieu bancaire, enfin, là, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est ma dernière mission, mais je travaillais pour le CATS, le Crédit Agricole. Eh bien, le Crédit Agricole appartient au monde économique. Son identité s'appelle le Crédit Agricole, qui a mis en place des croyances et des valeurs. Les valeurs de proximité, les valeurs aussi quand je dis proximité, de rendre service à leurs clients, d'avoir une offre complète. Tout ça, ça fait partie des croyances et des valeurs. Et ces croyances et des valeurs vont se décliner aussi en capacité. On va mettre des agences de partout, on va former le personnel, on va mettre en place des moyens informatiques, des moyens techniques pour arriver justement à ces valeurs qui fondent notre identité. Donc, automatiquement, eh bien, ça va influer sur les comportements et bien sûr sur l'environnement. Parce que je regarde un peu le chat. Les croyants peuvent se changer, ça prend du temps et de l'énergie, mais on peut effectivement en dos. Oui, c'est possible et bien sûr et heureusement. Mais la seule chose qu'il y a à faire, c'est de ne pas se confronter directement avec ses croyances, puisqu'on n'y arrivera pas. Par contre, c'est de montrer par l'exemple, de montrer par les faits, et au fur et à mesure, effectivement, ces croyances et valeurs vont forcément évoluer. Joanne, bien sûr, cet exemple classique avec on a toujours fait comme ça. Oui, bien sûr. On a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Exactement. Merci, Joanne. Si maintenant je continue dans ces comportements, moi il y a aussi et là on va parler aussi de capacité, hein, je reviens, il y a une suite logique dans ma présentation, quelque chose que j'utilise qui est un acronyme qui s'appelle le CSVP. Lorsque je suis avec quelqu'un, ou même par moi-même, je me pose toujours 3 questions. 3 questions, c'est est-ce que je sais, le savoir? Est-ce que je veux, le vouloir? On parle aussi un peu de motivation là. Et troisièmement, le pouvoir. Savoir, vouloir, pouvoir. SVP. Lorsque quelqu'un dit ok, moi j'aimerais bien faire ça, ok, le vouloir, mais je sais pas faire. Très bien. Dans ces cas-là, on va mettre en place les moyens de la formation, de l'accompagnement, du peer coaching, et on va mettre en place des éléments. Est-ce que la personne est en capacité, hein, le pouvoir, est-ce qu'elle peut? Eh bien, c'est aussi d'être vis-à-vis de la personne en lui demandant mais est-ce que tu penses avoir les capacités à pouvoir faire? Et aussi pour nous-mêmes, hein, c'est-à-dire lorsque moi j'aimerais bien faire telle chose, tel élément, mais ok, donc je veux, mais est-ce que je sais et est-ce que je peux? Est-ce que j'ai les pouvoirs? Parce que j'ai déjà énormément de choses à faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû avoir... voilà, ça s'est coupé. Et je suis désolé, excusez-moi. Merci Johan, en tout cas pour ce commentaire. Effectivement, le SVP est très important. Et bien sûr, le dernier, savoir, vouloir, pouvoir, ok, mais il faut aussi oser. Et oser, c'est par rapport au changement. J'avance, parce que je vois l'heure qui tourne et j'aurais tellement encore de choses à vous dire. Les mécanismes d'évitement. Les mécanismes d'évitement, j'en ai repéré 60. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme d'évitement? En fait, ça fait référence à des stratégies ou des comportements que les individus utilisent pour éviter de faire face à des émotions difficiles ou des situations stressantes. Hein, quand on parle d'intelligence émotionnelle, ces mécanismes sont considérés comme des obstacles à la gestion des émotions et surtout à la résolution de problèmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent des réunions, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais où en fait à la fin, comme personne n'a osé dire
réellement son ressenti, ce qu'il pensait, eh bien, donc il n'y a pas de décision à la fin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reporte à une autre réunion sur laquelle on va refaire. Là, quand je vous parlais de résonance au début avec l'effet Pygmalion, là, on rentre vraiment dans la dissonance. Voilà. Donc, depuis que j'étudie l'intelligence émotionnelle, j'ai découvert une multitude de mécanismes d'évitement que j'expose par catégorie. Je vous en ai mis quelques-uns. C'est somatique, le corps. Donc, c'est ressentir des blocages corporels, se faire mal, tomber malade, le mal de dos. On a aussi le comportement envers soi-même. On va intellectualiser. Non, mais c'est pas grave. En fait, tout va bien. Bah non, tout va pas bien, mais on se le dit quand même. On va se faire des reproches. On va agir comme si le problème n'existait pas. Ou alors, on va parfois vouloir tout contrôler. Vous avez peut-être connu ça dans votre travail. Vous avez peut-être connu des situations. On va parfois se culpabiliser. On va être dans le déni. Et ce qui vient en troisième aussi, c'est le comportement envers les autres. On va surargumenter, devenir trop gentil, être vexé, mauvais perdant, boudé. On va fuir, manipuler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui veut pas. Dans les réunions, quelqu'un qui va se fermer, c'est terminé, il va plus rien dire. Et là, on est vraiment dans un mécanisme d'évitement. Le but dans une réunion, c'est que tout ce qui est implicite doit être explicite. Il n'y a pas de non-dit. Il faut, et dans l'agilité en tout cas, eh bien, on doit pouvoir tout se dire sans être agressif et toujours en gardant ce qu'on appelle une relation appropriée. Ça peut être aussi un comportement envers les autres, bien sûr. Vous pouvez lire, rejeter sur les autres, vouloir avoir le dernier mot. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux avoir raison de l'autre? La question est bien sûr de mauvaise foi. Eh bien, tous ces mécanismes d'évitement sont là. Tout ça, c'est toute une armada, alors qu'il est si simple de dire ok, il y a un truc que je comprends pas ou moi ça me perturbe. Donner un sentiment, une émotion. Moi, ce qui me dit ça me perturbe. Je comprends pas, j'arrive pas à m'y retrouver. Au moins c'est clair. Et on envoie un message d'importance et d'urgence aux autres. Et à ce moment-là, on peut bâtir des relations constructives. C'est tas des mécanismes d'évitement dans les entreprises dans les années 80, 70, 90. On disait qu'il fallait pas exprimer ses émotions, c'était mal vu, ou alors ça avait parfois un signe de faiblesse. Eh bien, au contraire, le signe de faiblesse, c'est de ne pas exprimer ce que l'on ressent. Il faut encourager. Il y a plein de méthodes pour encourager. On va le voir par la suite. Encourager les gens à dire vraiment ce qu'ils pensent. Je regarde un peu le chat. Excusez-moi. Ok, ouais, je vous remercie pour vos commentaires. Je vais passer au troisième volet maintenant, communication. Et communication, eh bien, ça passe déjà par soi-même. Et ça passe par quelque chose de très important qui est la gestion de ses émotions. Et la gestion des émotions, c'est une des compétences en intelligence émotionnelle. Il y a 5 compétences. Ça fait partie de cette compétence qui nous appartient. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est en neurosciences, c'est qu'une émotion, ça voyage. Une émotion va naître dans notre cerveau limbique, notre cerveau émotionnel, on va ressentir, quelqu'un va nous dire quelque chose qui va profondément nous vexer ou nous perturber. Au début, c'est l'engourdissement. Et là, on peut réagir à chaud, c'est-à-dire on peut dire être énervé, devenir tout de suite agressif. Mais si on attend un petit peu de temps, quelques secondes, eh bien cette émotion va voyager. Si on met un mot, par exemple, oui, je suis en colère, là, il m'a énervé, là, je suis en colère. Eh bien le fait de mettre un mot, ça crée un véhicule dans notre cerveau. Et donc du cerveau émotionnel, on va passer au cortex préfrontal, que je mets ici dans la zone tiède. Donc, on passe du chaud au tiède. Et de là, on va pouvoir exprimer de façon appropriée ce que l'on a à dire à la personne. Voilà. Et donc là, on a une émotion gérée. Je voudrais revenir sur ce que tu m'as dit. Je sais pas, je comprends pas. En tout cas, ça m'a un peu vexé. Je voudrais qu'on s'explique. Et là, ça peut être mais c'était une incompréhension. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, tout va bien. Mais si, malheureusement, on ne gère pas cette émotion, eh bien, elle continue son voyage. Et cette émotion, elle continue son voyage dans ce qu'on appelle une boîte noire. C'est une mémoire qui est dure et qui vient
se loger là-dessus. Et ce qu'il fait après en fait une expérience émotive non résolue. Ou alors, ça peut être aussi une autre situation, telle que vous avez pu le voir, vécu vous-même ou vis-à-vis de certaines personnes, qui disent rien toute la journée, qui disent ouais, la cocotte minute elle est là, qui osent pas exprimer leurs émotions et qui parfois reviennent le soir et puis malheureusement le petit dernier il renverse son verre d'eau et c'est lui qui va en prendre plein la tête parce qu'à un moment donné, eh bien ça doit sortir, émotion et mauvais ré. Donc sortir à l'extérieur. Donc si je continue justement, donc je reprends ce que je viens de dire. Dans un premier temps, une pensée, une situation, je ressens une émotion, je mets un mot sur cette émotion. Deuxièmement, j'attends quelques instants pour réfléchir et raisonner. Troisièmement, émotion gérée. Je dis ce que j'ai à dire à la bonne personne et de façon appropriée. Et si je ne l'exprime pas, eh bien dans cette zone froide, mes émotions non exprimées se transforment en expériences émotives non résolues. Plus ça fatigue, ça crée du stress permanent. Donc voilà, donc le volet gestion des émotions. Excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Face à cette situation, il peut y avoir que 4 façons de réagir. 4 façons de réagir. Si par exemple vous avez acheté un PC portable et ce PC portable est tombé en panne et vous regardez, la garantie elle est passée de 2 jours. Eh bien, vous allez voir la personne du magasin et la personne du magasin, vous avez que 4 façons de réagir. Soit vous arrivez et puis la personne vous dit il faut le changer, il faut réparer. Vous dites rien et vous faites réparer à vos frais. Et puis après, dès sortie du magasin, vous êtes tellement en colère que sur la voiture, sur l'autoroute ou sur la route, vous invectivez n'importe quel automobiliste parce que il faut que ça sorte. Deuxièmement, donc ça c'est la fuite. Deuxièmement, on va avoir la manipulation. La manipulation, c'est de dire oui, mais je suis venu vous voir parce que vous avez une bonne tête, vous allez pouvoir me renseigner. Et puis si la personne vous dit non, oui, je vais écrire à 60 millions de consommateurs, appelez-moi le directeur, enfin tout ça. Et troisièmement, on va avoir l'agressivité, c'est-à-dire que oui, de toute façon, je sais, tout de suite, on va être agressif au lieu d'expliquer calmement le problème que l'on a. Et la quatrième posture, on est sur l'assertivité, l'affirmation de soi. Et si je reprends mon exemple, on a donc la manipulation flatte et séduit, culpabilise, dévalorise, joue la franchise, dissimule pour obtenir ce qu'il veut. Deuxièmement, on a la fuite passivité, évite les situations, manque de franchise, a peur, il est anxieux. Et dans la dévalorisation de soi, besoin de reconnaissance, attitude nerveuse. Troisièmement, on a l'agressivité, comme je venais d'en discuter, manque d'écoute, recherche des faiblesses de l'autre, critique et reproche systématiquement, pratique l'ironie, parle fort, souvent, critique. Et quatrièmement, l'assertivité, on expose ses idées clairement, on s'exprime sans heurter, on ose dire non, on écoute aussi attentivement l'autre, on prend en charge sa vie et on est en accord avec soi-même et ses valeurs. J'avance un peu plus vite parce que je vois qu'il est 42 et je voudrais qu'on se donne un peu de temps pour échanger. J'ai une technique qui est infaillible sur comment bâtir des relations constructives que j'appelle « je fais émotion ». Le jeu. Le jeu, s'exprimer à la première personne permet de tout dire, sans agressivité. Deuxièmement, les faits. On relate les faits et pas l'interprétation des faits. J'ai vu qu'il y avait tel élément. Je vais pas dire derrière, c'est pas bien. Je vais dire, voilà, j'ai vu tel élément. Et troisièmement, je fais émotion. On va sortir un sentiment, une émotion. Et voilà, moi, ça me gêne qui est cette situation. Le fait d'exprimer cette émotion va envoyer un message d'urgence et d'importance à l'autre. Donc, le jeu permet de tout dire. Les faits permettent d'être factuels. Et aussi, les faits font chasser les manipulateurs. Et troisièmement, cette émotion et ce sentiment fait que ça nous rend humains et ça envoie un signal d'importance et d'urgence en face. Si on va sur le volet intelligence collective,
Intelligence collective, là j'ai passé rapidement, effectivement, tout le temps le pourquoi. La routine nuit à l'intelligence collective et au quotidien d'une équipe. Moi j'ai remarqué, et souvent c'est par rapport aux product owners d'ailleurs, eh bien c'est que des product owners se disent mais qu'est-ce qui se passe? Mon équipe est démotivée, pourquoi? Eh bien lorsque j'ai analysé, dans la plupart des cas, eh bien, c'est tout simplement c'est qu'ils ont oublié de rappeler régulièrement la vision. Le pourquoi on est là, pourquoi on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on fabrique, à qui, pour qui on va fabriquer. On est dans une fonctionnalité, c'est important. Hein, si je vais au niveau du safe, de l'agilité à l'échelle, eh bien, on fabrique cette fonctionnalité qui va rentrer dans un plus grand ensemble, qui va délivrer un produit. Et grâce à nous, eh bien, les personnes, les clients, eh bien, ils vont pouvoir réaliser des virements plus rapidement. Donc, on va être factuel. On rappelle à chaque cérémonie, quand c'est possible, eh bien, la vision, le pourquoi. C'est comme ça qu'on maintient déjà cette intelligence collective et aussi la motivation. Et je prends un peu de temps encore parce que l'empathie l'empathie, c'est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. C'est la 4e avant l'interactivité. Et je voudrais que vous me disiez dans le chat quelle émotion ressentez-vous à la vue de cette photo, s'il vous plaît. Oui, Joanne, c'est la méthode Gordon. Hein. C'est effectivement tristesse, mélancolie. Ok, donc mélancolie, tristesse. Eh bien, en fait, là, votre réponse, eh bien, c'est de l'empathie. Il y a une confusion aujourd'hui sur le mot empathie. Mais en fait, l'empathie, c'est la faculté de reconnaître l'émotion de l'autre. Hein, l'empathie, c'est accepter l'autre tel qu'il est, entrer dans la logique de l'autre, être à l'écoute et accorder de l'estime, questionner plutôt que déduire, hein, et garder une distance appropriée. L'empathie, ce qui n'est pas l'empathie, c'est par exemple de la sympathie. C'est aussi de voir l'autre à travers soi, la projection, d'être compatissant, complaisant, buvard, d'induire les réponses, d'agir avec émotivité, être sympathique. Hein. L'empathie, c'est comme les deux jambes d'une personne. D'un côté, on a les émotions, effectivement, ce qu'on peut ressentir par rapport à la photo que vous venez voir, mais le raisonnement. Est-ce que c'est parce que moi je suis dans un train que je vois un petit garçon qui regarde, effectivement, qu'il y a des mélancolies, est-ce que je vais me lever, aller le voir en lui disant t'as un problème? Non, je vais rester à ma place, je vais analyser, je vais dire bon, voilà, il est mélancolique. Et je ne vais pas aller plus loin, parce que mon raisonnement fait que je ne dois pas aller plus loin. Je finis par l'intelligence collective, je finis par le summum de ce qu'appelle Daniel Goleman, le summum de l'intelligence émotionnelle. Je vous raconte l'histoire des 3 écureuils des troupeaux de mulots pour illustrer mon propos. Ces 3 écureuils qui sont dans un arbre et qui sont en train de manger des noisettes, et ils voient en bas de l'arbre un troupeau de mulots arriver à une vitesse folle, certainement effrayé, et ce troupeau de mulots va tout droit vers un précipice où ils sont amenés à une mort certaine. Les 3 écureuils décident d'agir. Le premier écureuil commence à crier à tue-tête, mais le troupeau ne répond pas et il continue sur sa lancée. Le deuxième se pense plus intelligent, il descend, il se met devant le troupeau de mulots et il se fait écraser. Le troisième réfléchit entre-temps, il descend, il court derrière le troupeau de mulots, après il se met à côté du troupeau de mulots et il se met à un moment donné dans le troupeau de mulots, où là personne ne le remarque parce que tout le monde est effrayé, et il prend la tête de ce troupeau de mulots et fait dévier ce troupeau du danger. Ce qui veut dire que en fait, il existe 4 étapes dans l'intelligence émotionnelle. La première étape, c'est l'observation. Lorsqu'on arrive sur un nouveau poste, eh bien, ou lorsqu'on est dans une nouvelle situation, on prend ce temps d'observation. Ce temps d'observation va permettre
d'accueillir des informations, mais aussi d'accueillir l'ensemble du ressenti. Et ça va permettre aussi de se calibrer par rapport aux autres. Donc, on n'arrive pas en disant oui, je sais faire, on va pas rentrer tout de suite dans le match. Deuxièmement, eh bien, on va accepter les règles du jeu. Lorsqu'on rentre quelque part, ou lorsqu'on est dans une nouvelle organisation, dans une nouvelle équipe, elle existait avant nous. Donc, on va, dans un deuxième temps, accepter ces règles du jeu et pas les remettre en cause. Troisièmement, on va agir et savoir attendre. C'est-à-dire, on va commencer à faire des actions, on va faire son travail et on va voir ce que ça donne. Parce que le but, c'est d'être accepté par le groupe. Et ce n'est qu'au quatrième étape qu'on va inscrire son action dans la durée tout en affirmant son rôle. Ces 4 étapes sont fondamentales, c'est hyper important. Dès qu'on arrive quelque part, dès qu'on a une nouvelle situation, même dans un nouveau groupe de travail, eh bien, dans un premier temps, on va observer. Deuxièmement, on va accepter le groupe. Comment fonctionne le groupe ? On sait, on pourrait faire des choses, amener des choses, mais on le fait pas. Là, c'est trop tôt encore. Donc, on va commencer à agir, commencer à proposer une nouvelle idée. C'est pas grave, elle est pas bonne, c'est pas grave. On la remet, on verra bien comment on fait, même si on est persuadé d'avoir raison. Et c'est dans un 4e temps où on va inscrire son action dans la durée. Je vais finir ce webinaire par 2 éléments de la gestion de la gestion de la dette émotionnelle. En vous parlant du conflit, gérer un conflit. Tout problème ou désaccord n'est pas un conflit. Il existe une échelle ascensionnelle qu'il convient de prendre en compte. Et je peux vous dire que 95% des conflits proviennent de l'organisation. Il y a très très peu de ce qu'on appelle des conflits de personnalité, c'est-à-dire 2 personnes qui peuvent vraiment pas se sentir, qui peuvent pas s'encadrer. Et dans ces cas-là, là, pour moi, ça devient soit un problème de RH, enfin de ressources humaines, un problème d'équipe, et à un moment donné, il faut peut-être les séparer. Ça arrive, mais très très peu. Dans tous les problèmes et tensions qu'on peut avoir dans une équipe, eh bien, ce sont des problèmes d'organisation. Et là, on a 3, justement, étapes. Un conflit, c'est d'abord une tension. Il y a des non-dits, une incompréhension diffuse, des accords qui sont non visibles. Et c'est à ce moment-là où on peut agir. La rétrospective, elle est pour ça. Changer l'environnement des personnes va permettre de gérer cette tension. Mais si on ne fait pas attention, là, on va passer à la 2e étape, beaucoup plus problématique, la crise. Où là, la résolution commence à être compliquée. On est sur une communication qui est impossible, on a des débats qui se polarisent, on a la guerre des tranchées, et je vous parlerai après du triangle dramatique, on finira cette conférence, enfin, cette webinaire par là. Et troisièmement, eh bien, si on ne fait pas attention à la crise, on arrive dans l'enlisement. L'enlisement, c'est l'escalade, la crise est non résolue, et c'est un désaccord qui est ancien. Et là, on est sur une résolution quasi impossible, à un tel point, ça coûte même parfois des milliards, ça a été chiffré à des milliards d'euros pour les entreprises en France, le fait qu'il y ait cet enlisement, où là, le travail ne compte plus, c'est moi contre l'autre. Donc, là-dedans, ce que je vais expliquer, c'est qu'il faut agir au moment de la tension. Faut jamais laisser traîner quelque chose. Quitte à se planter. 2 personnes qui, on voit qu'ils s'entendent pas, ou un groupe, ça fonctionne mal, on va analyser le pourquoi. Donc, les comportements sont comme ça, on va analyser l'environnement, les capacités, comme j'ai pu expliquer au début de ce webinaire. Et on va sortir toute la panoplie pour bien comprendre. On va faire une rétrospective parfois dédiée là-dessus, quitte à prendre ce qu'on appelle Nishikawa, le fishbone, la résolution de problèmes. On va creuser, mais on laisse pas une équipe dans cet état-là. Et dernièrement, justement, ce qui fait beaucoup aussi au niveau des crises, c'est le fameux triangle dramatique. C'est-à-dire qu'il y a un conseil, surtout ne jamais rentrer dans ce triangle infernal, on n'en sort pas indemne. Je vais commencer par les bruits de couloir. C'est-à-dire les bruits de couloir, la personne qui va se plaindre à quelqu'un d'autre, se sent victime par rapport à une situation, par rapport à des comportements qu'il y a pu avoir. Eh bien, dans les bruits de couloir, la machine à café ou quoi que ce soit, elle va aller chercher quelqu'un qui va être dans son écoute, un sauveur. Le sauveur va l'écouter. Et puis la victime va venir plusieurs fois. Ça va créer des petits groupes. Puis à un moment donné, eh bien, le sauveur va en avoir ras-le-bol. Donc, il va envoyer balader
la victime qui va se mettre en tant que persécuteur. Le persécuteur parce qu'elle va aller voir un autre groupe. Elle va essayer, elle va aller voir un autre groupe pour justement son ancien sauveur. Elle va commencer à le critiquer. Et là, on arrive dans une machine à laver, c'est-à-dire que tour à tour, on devient sauveur, victime, persécuteur. Et ça, je l'ai vu énormément de fois dans les équipes où ça se passait très très mal. On délivre plus la valeur. On vient au boulot avec des pieds de plomb. Et donc, c'est important d'analyser ça et d'y mettre un stop. Mais nous-mêmes déjà, ce qu'il faut, c'est ne jamais pas rentrer. Quand quelqu'un vient me voir, moi, pour me raconter ses petits malheurs, je peux être dans l'écoute, mais à un moment donné, je vais pas aller plus loin. Je vais pas le rassurer, je vais pas faire quoi que ce soit. Je vais avoir une distance hyper appropriée et parfois importante parce que je sais que là, la personne se sent en victime. Jamais de sa faute, hein, pose les problèmes sans donner les solutions. On a parfois du chantage affectif, on a ça de côté. Et puis le sauveur, c'est souvent l'ego, il est content et tout, mais voilà, et le persécuteur, il a besoin de maîtrise. Voilà, il est 55. J'ai un peu débordé sur le webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a 35 domaines. Vous en avez et donc, je m'entends. Merci. Voilà. Donc, Cartman Forever, merci Johan. Oh no, le sauveur, je me reconnais un peu. Oui, mais on peut, c'est un pécheur. Entre être sauveur et entre aider quelqu'un, c'est autre chose. En tout cas, voilà. Merci. Merci pour vos commentaires. Je voudrais qu'on peut terminer aussi là-dessus sur le fait que, eh bien, ce que je vous ai présenté, eh bien, il y a en préparation une formation là-dessus où, bien sûr, on revient sur ces 35 domaines sur lesquels, eh bien, il y a des exemples, il y a des exercices pratiques, il y a vraiment de l'entraînement et surtout un enchaînement progressif pour arriver à améliorer, bien sûr, ses compétences relationnelles et ses capacités de communication. Eh bien, écoutez, voilà. Merci Pierre, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le côté interactif. Oui, alors moi j'aurais bien voulu que les gens puissent parler, tu vois, mais le problème c'est que c'est pas possible. Donc je suis super frustré en fait. Ouais, j'exprime mon émotion. Bon, j'espère que vous avez tous passé un bon webinaire. Je vous ai mis directement un petit message sur le chat vous disant que si vous êtes intéressé par la formation, vous pouvez directement nous contacter par mail. Et Pierre, est-ce que tu pourrais davantage nous parler de ta formation un peu détaillée, par exemple? Non, je ne vais pas forcément détailler maintenant. Non, mais je viens de le dire en fait. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est le pratico-pratique. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment exposé, hein, j'ai expliqué vraiment le pourquoi. Là, on rentre vraiment dans le comment, dans le faire, en fait, parce que et moi, ce que j'ai remarqué, hein, c'est que on devient pas Scrum Master, hein, si je prends ce rôle par hasard. C'est-à-dire que, parce que moi, je m'entends là. On devient pas Scrum Master par hasard. C'est-à-dire que on a forcément des appétences. Tout ce que je peux indiquer là dans tout ce que j'ai indiqué, la plupart, eh bien, ont cette intuition et ont déjà cette faculté A. Là, c'est de organiser et de mettre des mots sur parfois ce qu'on fait au quotidien, mais sans savoir que c'est une technique qui existe. Voilà. D'accord. Parfait. Merci Mounir, merci Johan. Un petit clin d'œil, Johan. Vous allez recevoir un emailing pour le replay du webinaire et également la fiche de présentation de la formation de Pierre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre, Pierre, par exemple? Non. Non, un grand merci. Un grand merci à vous aussi de m'avoir proposé de faire ce webinaire. Moi, je suis quelqu'un de passionné, comme vous avez pu le voir, ça s'est peut-être ressenti. Et puis surtout,
voilà, moi je crois tellement à ça, l'agilité. Pour moi, il n'y a pas assez il n'y a pas assez aujourd'hui d'éléments de formation, de documentation sur comment être en fait. Comment être, alors que l'agilité, c'est vraiment ça. C'est que de l'interaction humaine. Après, on peut mettre des tas de méthodes, hein, des tas de process, des tas d'outils, mais s'il n'y a pas ce mindset qui est là, eh bien, ça ne peut pas. Enfin, pour moi, ça fonctionne pas, ça marche pas. D'accord. Hein. Savoir, voilà. Quand je dis savoir vouloir pouvoir, tu sais, tout à l'heure, le SVP, eh bien, déjà, pour moi, là, on est dans la volonté. Le savoir, eh bien, ça peut s'acquiert, et le pouvoir aussi, par des formations, par des outils. Mais pour moi, là, on est dans le vouloir et dans le faire. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus.